Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde organisée par Parlons RH avec Ségide et Amaris. Alors moi c'est Stéphane Varizella, vous avez l'habitude de me voir dans les signatures des articles sur le média Parlons RH et aujourd'hui je suis devant la caméra. On va parler d'un sujet très intéressant que je trouve à la fois intéressant et stratégique, c'est la place de l'écoute active des collaborateurs tout au long de leur parcours dans l'entreprise. Et parce que je ne vais pas en parler tout seul, j'ai la chance d'avoir deux experts avec moi qui vont nous présenter leurs conseils et nous faire leur retour d'expérience également. Alors à côté de moi, il y a Thomas Cornet, créateur de la fonctionnalité Voice of the Employee chez Cegid. Bonjour Thomas. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à côté de Thomas, il y a Vladimir Joyot, consultant HR advisory chez Amaris. Bonjour Vladimir. Bonjour. Merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Et comme d'habitude, merci à vous qui êtes présents en direct de nous suivre. Alors, nous allons passer ensemble une heure pendant laquelle Thomas et Vladimir vont nous parler des enjeux de l'écoute active des collaborateurs sur des éléments clés du parcours collaborateur. Et nous allons évoquer trois de ces éléments clés. Nous commencerons par son onboarding dans l'entreprise. Nous parlerons ensuite de la promesse RH et nous prendrons soin, bien sûr, de vous présenter ce qu'on entend par promesse RH. Et puis, nous parlerons ensuite des transformations que connaissent les entreprises. Alors, des transformations qui peuvent être une fusion, une acquisition ou encore l'intégration d'une nouvelle technologie. L'objectif pendant ces thèmes, pour Thomas et Vladimir, c'est de vous présenter donc les enjeux de l'écoute active des collaborateurs et pour montrer que cela peut être un levier puissant de performance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. L'équipe web marketing de Parlons RH me transmettra les questions et je les poserai à Thomas et Vladimir en fin de séance. Je pense que nous pouvons dès maintenant entrer dans le vif du sujet avec une première question et elle est pour vous, Thomas. Pourquoi la notion d'écoute des collaborateurs est aujourd'hui cruciale pour les entreprises ? Alors, déjà pour resituer dans le contexte, la notion c'est pourquoi on écoute et pour quelle finalité. C'est un élément qui est essentiel aujourd'hui. Et on sait qu'aujourd'hui, l'écoute des collaborateurs, c'est plutôt quelque chose de récent et qui a connu un certain nombre de cycles, puisque on en avait, on va dire, avant la Covid, la crise de la Covid. La Covid a clairement accéléré le système et a mis un certain nombre d'entreprises, de managers, de collaborateurs en tension. On l'aurait été à moins, de toute façon, hein. Donc, il était important de pouvoir écouter ces collaborateurs, ce qu'ils disaient, ce qui était attendu. Et puis, on voit que globalement, c'est quand même quelque chose qui s'est développé pour que l'entreprise soit beaucoup plus attentive aux attentes des uns et des autres pour avoir un collectif le plus performant. Donc, à ce niveau-là, l'écoute est synonyme de performance et c'est quelque chose qui, pour le coup, est véritablement important pour l'entreprise. De deux, il est important de voir que cette notion d'écoute, c'est une démarche de fond. C'est-à-dire que c'est pas un simple outil où je te pose une question, tu me réponds et puis basta. Derrière, il y a une véritable démarche qui s'installe sur lequel on va avoir des tenants et des aboutissants, différents acteurs. Et notamment dans ces acteurs, on va en citer trois essentiels, même s'il y en a d'autres. On va avoir le collaborateur, le management et la direction d'entreprise. Donc, il faut qu'effectivement ces trois entités-là, entre guillemets, soient présentes dans cette démarche de l'écoute pour pouvoir faire passer un certain nombre de messages et respecter un alignement pour aller chercher justement une performance, qu'elle soit économique ou sociale, ou sociale d'ailleurs. Et derrière, on sait que l'objectif in fine de cette écoute, il n'y a pas des grands concours de l'engagement, il n'y a pas des grands concours d'écoute, etc. C'est que derrière, on va atteindre des objectifs sur des KPI socio-économiques qui sont assez connus, hein, qu'on peut résumer sur la notion d'absentéisme, de rétention de collaborateurs, de performance économique de l'entreprise. Et donc, quand on va chercher à écouter, c'est de faire en sorte que chacun soit le plus performant, aligné dans un bon siège dans l'entreprise, de manière à pouvoir aller chercher ça. Et si effectivement cette démarche-là va chercher une convergence entre ces parties-là, alors on a une écoute qui va devenir active et performante et qui va permettre de pouvoir obtenir un ROI in fine. Merci beaucoup Thomas, on comprend bien l'importance d'une écoute structurée. Vladimir, j'ai également une question pour vous dans cette introduction. Est-ce qu'en 2 minutes, vous pouvez nous expliquer pourquoi il est essentiel d'écouter les collaborateurs au quotidien ? Et quand je dis au quotidien, en fait, c'est lors des étapes charnières de son parcours d'entreprise. Eh bien, tout simplement parce que le capital humain va être l'élément central, l'élément clé qui va apporter donc la compétence, la créativité et l'engagement au sein de l'organisation.
C'est du capital humain que provient la productivité dans l'essentiel donc des entreprises et des organisations. Ce sont des collaborateurs que va venir le message que va pouvoir véhiculer l'entreprise, tant par rapport au marché du travail que par rapport auprès des clients. Donc, c'est le capital humain qui est le véritable ambassadeur du produit et du service et de l'entreprise. Et également, c'est du capital humain que va provenir l'innovation par l'intrapreneuriat ou pas, avec la résistance du changement. Donc, il est absolument crucial de faire attention à l'écoute de ce capital humain. Thomas avait pu mentionner donc la dimension financière, la dimension de la performance. Gallup, par exemple, a pu réaliser une étude il y a quelques années qui donc nous a donné 3 chiffres très intéressants. Le premier, c'est que l'on est sur une profitabilité, une rentabilité supérieure de l'entreprise de près de 21% par rapport au secteur si l'on a des collaborateurs qui sont très engagés au sein de l'entreprise. Donc, on a une rentabilité supérieure de 21%. Le deuxième point, c'est que dans certaines entreprises, on va jusqu'à 85%, donc une grande partie des collaborateurs qui ne sont pas engagés dans leur entreprise. Donc, il s'agit d'un potentiel d'évolution managériale, organisationnelle, politique très important. Et également donc sur la dimension donc de l'évolution du capital humain au sein de l'entreprise, un collaborateur engagé a 3 fois moins de risques de partir de l'organisation, puisqu'il va s'approprier le sujet. Il va faire partie de ce que l'on peut appeler le moteur, le noyau dur au sein de l'entreprise, qui va donc s'approprier des sujets, faire preuve d'intrapreneuriat, qui va attirer les meilleurs talents sur le marché du travail et qui va donc contribuer de manière très importante au succès de l'entreprise. Pour vous donner un exemple concret, un contre-exemple concret en l'occurrence, nous avions pu avoir un client dans les télécoms qui avait en son sein une personne qui travaillait dans l'aéronautique, donc quelqu'un qui était issu d'un milieu où la dimension technique, la dimension de la qualité est essentielle par rapport aux pratiques, par rapport à la technologie. Et cette personne-là donc fait force de proposition. Elle a voulu pousser des projets, des nouvelles pratiques, de nouvelles technologies en interne, mais malheureusement, il y a eu une forme de non-écoute insuffisante de la part du management à l'égard de cette personne. Ce qui fait que sur papier, donc dans cette organisation-là, vous aviez une véritable pépite, une mine d'or d'un point de vue d'engagement, d'un point de vue culture, d'un point de vue réseau personnel et professionnel, qui malheureusement donc un potentiel n'a pas été suffisamment exploité. Merci beaucoup Vladimir. Maintenant que le cadre est bien posé, on peut passer à notre première partie qui donc concerne le premier élément clé qui est l'onboarding. C'est vrai que c'est un moment fondateur entre l'employé et l'employeur. On a tous vécu déjà au moins une fois un onboarding, bon ou mauvais, et on sait à quel point il est important. C'est là que tout se joue, parce que, bien sûr, on parle de l'intégration d'un collaborateur dans une nouvelle équipe, on parle aussi de l'alignement avec la culture de l'entreprise, et on en parle un petit peu moins, mais c'est un sujet que je trouve intéressant, c'est l'importance de mettre en avant les compétences pour lesquelles le candidat a été recruté. Alors, comment on peut faire de l'onboarding un véritable tremplin pour le collaborateur? J'ai une première question pour vous, Thomas. Pourquoi l'écoute d'un nouveau collaborateur est cruciale pendant son onboarding? Alors, la partie onboarding, quand le collaborateur, la collaboratrice arrive au sein de l'entreprise, elle a suivi tout un parcours. Elle a eu plusieurs entretiens, elle a vu plusieurs personnes, donc elle a eu plusieurs contenus qui lui ont été proposés, sur lesquels elle a échangé. Bien évidemment des contenus au niveau RH sur comment est l'entreprise, comment on y vit, quelle est sa trajectoire. Elle a pu voir potentiellement son manager, des collègues, interagir, etc. Donc tout ça constitue une sorte de paquet cadeau, de paquet de la mariée sur lesquels le collaborateur in fine va signer pour dire effectivement je viens dans cette entreprise-là. Lorsqu'il y a une attente à ce niveau-là, effectivement, l'enjeu est doublement fort. C'est que le premier, c'est que l'entreprise vient déjà, avec tout ce que je viens de vous dire, plus les outils qui sont associés derrière, etc., engager quand même pas mal d'argent
pour recruter un collaborateur. Et de deux, effectivement, ce collaborateur va être intégré, formé, impliqué dans un certain nombre d'actions d'entreprise et donc va aussi consommer un certain nombre de ressources. On va le former et on a misé sur lui pour pouvoir atteindre effectivement un objectif, participer à une activité avec son collectif et donc rentrer dans la performance de l'entreprise. Donc, de plus en plus d'entreprises, effectivement, décident d'écouter ce phénomène d'onboarding pour s'assurer que ce process d'intégration sur le plan culturel, managérial, est-ce qu'effectivement ce qu'on m'a dit, ça se réalise bien? Est-ce que la façon dont j'ai été intégré est satisfaisante? Est-ce que j'ai du soutien? Est-ce que j'ai de l'appui? Est-ce que tous ces éléments-là qui vont constituer le premier socle de ma pérennité dans l'entreprise, est-ce qu'il est bien là? C'est vrai que cet élément-là, c'est l'élément le plus fondateur et le plus stable sur lequel ces dimensions premières sont le socle de résistance d'un collaborateur. Donc savoir l'écouter, le prendre en compte, c'est éminemment important. Qui plus est que au-delà de ce sujet, de cette promesse, on sait que dans le temps, ça va évoluer. Donc, si effectivement on a déjà un socle qui est instable, il est encore plus important de s'assurer de sa solidité sur ces points-là. Donc, interroger sur ces process et puis savoir pour le coup l'adapter et le faire évoluer le cas échéant si l'intégration s'est mal passée, c'est effectivement se donner plus de chances de maximiser les rétentions des collaborateurs à ce niveau-là. Je crois qu'aujourd'hui, le chiffre qui est consacré, c'est de dire que pour un collaborateur, une collaboratrice, où on estime qu'il y a une sorte d'intégration sur les 6 premiers mois, lorsque le collaborateur part à partir des 6 premiers mois, il y a une perte sèche de 50 000 euros. Donc, à un moment donné, c'est quand même un coût colossal qu'on peut éviter si on s'assure du bon fonctionnement d'intégration au sein de l'entreprise. Donc, l'écoute de l'onboarding est fondamentale pour fédérer le collaborateur et en même temps éviter un débordement économique qui aujourd'hui devient crucial. Merci beaucoup Thomas. C'est vrai que c'est important aussi d'avoir cet équilibre pour éviter un désengagement fort du collaborateur dans les premiers mois de sa nouvelle collaboration. En fait, je dis premiers mois, mais ça pourrait être dès les premiers jours, ça arrive même parfois dès le premier jour, donc c'est très important. J'aimerais revenir sur un point avec vous, Vladimir, sur les compétences. Comment est-ce que l'écoute et l'accompagnement des compétences durant l'onboarding peuvent garantir que le collaborateur trouve rapidement sa place et surtout se sente en confiance? Comme Tova l'avait bien mentionné, donc on est au-delà d'une simple prise de poste, prise de fonction par le collaborateur lorsqu'il rejoint l'entreprise. Il faut pouvoir lui permettre donc de développer, de déployer son plein potentiel par rapport aux compétences, sans qu'il n'ait l'impression de devoir tout réapprendre, de s'adapter à une nouvelle organisation et un nouveau mode de travail qui peuvent ne plus correspondre à ses attentes par ailleurs. Cela est particulièrement vrai dans la reconversion professionnelle, où donc l'écoute est absolument primordiale, puisque l'on a un collaborateur qui vient d'un univers très différent, donc qui peut être très force de proposition en apportant donc de la matière grise provenant de l'extérieur, mais où donc l'écoute des compétences est cruciale également. On a, selon une étude de UKG en 2022, donc durant la période Covid, on a près de 60% des personnes en France qui ont quitté leur fonction, donc qui ont procédé à une reconversion professionnelle, qui ont regretté leur reconversion professionnelle. C'est-à-dire qu'elles ne se sont pas senties suffisamment accompagnées, suffisamment écoutées lors des premiers jours, premières semaines, premiers mois dans leur nouveau travail, dans leur nouveau métier. Donc, si l'on n'écoute pas, si on n'apporte pas suffisamment d'écoute par rapport aux compétences, donc pouvoir adapter la personne par rapport à son nouvel univers qu'elle découvre, donc on peut effectivement avoir un risque d'avoir un nouveau collaborateur déphasé qui donc procède à un désengagement relativement rapide. Donc l'objectif qui est de piloter l'accompagnement pour que le salarié soit en confiance est notamment par l'écoute, est primordial, puisqu'il augmente les chances de succès tant pour l'entreprise que pour le nouvel arrivé. Merci beaucoup, Vladimir, c'était très clair. Et donc, je propose maintenant de passer
au deuxième élément clé, donc la deuxième partie de cette table ronde, qui est la promesse RH. Alors, la promesse RH, c'est vrai que c'est un véritable pilier de l'expérience collaborateur. Pilier, certes, mais elle ne se limite pas à des affiches sur le mur de l'entreprise ou un nuage de post-it rédigé par les collaborateurs. C'est un bon début, mais ça ne suffit pas. En fait, la promesse RH doit incarner les engagements pris par l'entreprise envers ses collaborateurs. Ces engagements, ça peut être les accompagner, les faire grandir, en fait, soutenir, favoriser leur épanouissement au sein de l'entreprise. Mais pour que cette promesse résonne vraiment, il est essentiel, encore une fois, d'écouter le collaborateur. Pourquoi ? Notamment pour la faire évoluer en permanence. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, j'aimerais, Thomas, que vous nous expliquiez ce que vous entendez exactement par promesse RH. Alors, la promesse RH, de notre côté, elle tient sur deux piliers essentiels. Le premier, c'est véritablement la nature même du recrutement, à savoir quel est l'objectif qu'on me demande d'atteindre et quel va être à la fois l'accompagnement et le développement qu'on va me proposer de manière à pouvoir atteindre cet objectif. Donc, Vladimir le disait, quand on recrute quelqu'un, on recrute quelqu'un avec des soft skills et des hard skills. Donc, hard skills, bien évidemment, des compétences techniques, soft skills, sa façon d'être. Et j'ai tout intérêt en tant qu'entreprise à pouvoir avoir une promesse RH qui va faire en sorte que ces compétences hard et soft puissent se développer le plus possible. Donc, pour pouvoir le faire, c'est pas juste je recrute, je te mets à un endroit et ensuite tu te débrouilles. C'est je t'intègre dans un tout avec une culture, une vision, dans un collectif, et c'est nous ensemble qui allons faire en sorte qu'effectivement cet objectif soit atteint. Et ça, c'est le premier élément de la promesse RH. Le deuxième, qui est plus de l'ordre, on va dire, culturel dans l'entreprise et promesse en tant que telle, c'est quelles sont les conditions de travail qu'on met en place de manière à ce que ça puisse convenir aux attentes quasi sociologiques des uns et des autres. On verra je crois qu'on en parle tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui évolue et qui est cyclique. Et donc, à un moment donné, être en capacité de pouvoir fournir en fonction du besoin du collaborateur des éléments de structuration du travail, d'organisation du travail, de déploiement du travail, etc. C'est quelque chose d'essentiel. On a une rééquilibration, donc maintenant c'est quelque chose que tout le monde a acquis, mais qui est bien de rappeler, c'est-à-dire que on n'est plus dans une entreprise qui choisit son collaborateur, on est dans un équilibrage beaucoup plus fort où c'est le collaborateur qui a maintenant une capacité aussi de choisir son entreprise. Donc, et il va la choisir en fonction effectivement de ce qu'il entend dans les entretiens, de ce qu'il peut lire d'ailleurs à l'extérieur, sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc, être en mesure effectivement d'entendre ces éléments et d'adapter cette promesse en fonction des attentes des uns et des autres, effectivement, ça va, comme pour l'onboarding, ça va maximiser les chances de rétention et d'épanouissement du collaborateur. Donc, une fois qu'on a passé le premier step qui est le socle sur lequel le collaborateur s'assoit, est-ce qu'effectivement, là où je suis arrivé, c'est bien ce qu'on m'avait promis? Eh bien, à un moment donné, est-ce que quand je suis dans la réalisation de mon travail, je vais être dans une capacité, effectivement, de pouvoir exploiter, interagir de manière positive, constructive, voire innovante avec mon collectif de travail? Merci beaucoup, Thomas. On comprend donc que la promesse RH a de multiples dimensions. Moi, ce que je me dis aussi, c'est que la promesse RH, les valeurs affichées par l'entreprise ne sont pas toujours celles vécues par le collaborateur. Alors, ça m'amène à une nouvelle question pour vous, Vladimir. Comment l'écoute des collaborateurs peut-il être un levier pour aligner justement ces valeurs affichées par l'entreprise et celles réellement vécues au quotidien par les collaborateurs? Dans le cadre de nos missions d'accompagnement donc des entreprises dans leur transformation RH, l'une de nos missions est de faire en sorte à ce que les collaborateurs de cette entreprise soient heureux et qu'ils aiment leur entreprise, qu'ils se l'approprient. Par cela, donc, la promesse RH prend tout son sens puisque elle a un rôle clé dans cette vision stratégique qui est l'engagement des collaborateurs, l'intrapreneuriat qui permet donc de créer le succès de l'entreprise. Les applications de la promesse RH, donc ce que l'on appelle la marque employeur, doivent être donc mises en place tout au long
du parcours du collaborateur, de l'onboarding à l'offboarding. Et cela donc passe par des actions concrètes, effectivement. C'est d'ailleurs pour cela que l'on distingue la marque employeur de l'image employeur. Marque employeur étant donc ce que je vis en tant que collaborateur au sein de l'entreprise, et image employeur, c'est ce que mon employeur on regarde donc voilà, par exemple 90% de nos collaborateurs sont très satisfaits de la vision stratégique à horizon 5 ans. Et bien à ce moment-là, ça va être le discours, le côté ambassadeur que l'on mentionnait tout à l'heure, que l'entreprise va pouvoir adopter sur les réseaux sociaux dans le cadre de différents partenariats, par exemple. L'écoute, dans ce cadre-là, est fondamentale, puisque la manière dont le collaborateur, dont le capital humain va percevoir l'entreprise va directement impacter donc les valeurs qui pourront être véhiculées par l'entreprise dans le cadre de ces communications-là, donc sur l'image employeur. En ayant donc le sentiment d'écoute, le sentiment de pouvoir s'exprimer en interne, le collaborateur va donc avoir effectivement un bien-être augmenté, mais également un véritable sentiment d'appartenance et donc d'engagement. Pour vous donner un exemple concret, donc nous avions un client dans le Big Pharma qui avait deux grandes problématiques dans le cadre du recrutement et de l'onboarding. Donc, de l'onboarding, oui, pardon. Dans le cadre du recrutement, on avait des délais très longs dans la réponse à des candidatures. Donc, on était sur plusieurs semaines pour la réponse à une candidature spontanée. Et dans les erreurs d'onboarding, on avait des erreurs de paye, donc qui allaient jusqu'à 2 mois de retard. Donc, pour un nouvel arrivé, imaginez-vous, vous entrez dans une entreprise, premier mois, vous n'êtes pas payé, deuxième mois non plus. Donc, ça fait long. Donc, ces erreurs-là, elles ont été détectées justement parce qu'il y a eu un dispositif d'écoute, donc de questionnaire qui a été mis en place en interne dans le cadre du recrutement, dans le cadre de l'onboarding, quels sont les sujets que vous voyez aujourd'hui. Et donc, cette écoute des retours du terrain a permis de réduire drastiquement donc les délais de recrutement et également donc le turnover, le départ donc des nouveaux arrivants, et l'attractivité des candidats n'en a été que bénéfique. Merci Vladimir, c'est vrai qu'on comprend bien donc ce lien qu'a l'écoute active entre la marque employeur et donc l'image employeur et donc la promesse RH. Mais en fait, cette promesse RH, elle est par nature cyclique, Thomas, vous le disiez tout à l'heure. Donc justement, comment est-ce que l'écoute des collaborateurs peut permettre de la mettre à jour en temps réel pour l'adapter? Alors, le principe de base qu'il faut bien retenir, c'est qu'effectivement, cette promesse, elle est cyclique. Elle est cyclique pourquoi? Parce que sociétalement parlant, elle évolue. On a eu, pour vous donner sur les 10 dernières années, parce qu'on pourrait même faire il y a 20 ans, mais ce phénomène justement s'accélère dans le temps aujourd'hui entre les effets de Startup Nation, sur les effets de mobilité, où même les entreprises proposaient de pouvoir faire des transferts de collaborateurs pendant 6 mois, 1 an, etc. Sur l'arrivée de la Covid, sur l'apparition intégrée et acceptée du télétravail, non plus un télétravail entre guillemets forcé parce que la Covid nous obligeait à voir ça, avec des réflexions aujourd'hui sur la semaine des 4 jours, mais aussi avec, au niveau sociologique, les générations ont amené un certain nombre d'éléments. La génération Y, dont on a beaucoup pu parler, a amené ces phénomènes de QVT. On trouvait cette volonté d'avoir cet équilibre temps privé et temps professionnel. Et puis la dernière génération, la génération Z, a amené aujourd'hui des sujets qui sont plus tabous comme le stress. On parle de stress comme on peut parler d'une prime ou d'un contrat ou d'un salaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une attente très particulière des collaborateurs, toutes générations confondues, où tous ces sujets-là sont maintenant amenés et sur lesquels, si l'entreprise ne la prend pas en compte, alors il y aura un décalage entre l'attente et les postes à pourvoir. Donc effectivement, cette notion d'écoute et de prise en compte permet de voir
sur entre guillemets des questions simples, de savoir si effectivement les collaborateurs s'y retrouvent dans leur façon de faire, si aujourd'hui ils se sentent accompagnés, sécurisés, etc., etc. Ça permet effectivement de pouvoir comprendre quels sont les attendus et de l'adapter au fil du temps. Alors, je rassure nos auditeurs, cette notion d'évolution de la promesse RH, c'est pas tous les mois. Donc, c'est quelque chose qui évolue, on va dire, à un rythme annuel. Il y a toujours une petite nouveauté qui va arriver chaque année sur laquelle il est intéressant de prendre quelque chose, mais qui vient en complément de, comme par exemple aussi les sujets de harcèlement. Tout simplement savoir former ses managers aux situations conflictuelles de harcèlement, etc., fait partie aussi de la promesse RH. C'est-à-dire comment je me positionne, l'intégration des différentes catégories socio-professionnelles, comment j'accepte chaque collaborateur, ainsi de suite. Donc on voit bien que tous ces éléments-là, c'est pas juste dire tiens, faites comme chez McDo, venez comme vous êtes. Il faut aussi faire en sorte que on puisse accepter tout le monde tel qu'il est, parce que s'il y a un conflit dans ces éléments-là, on va pas arriver à trouver un climat stable. Donc tous ces éléments-là vont contribuer effectivement au fait que à un rythme que chaque entreprise peut déterminer. Ça peut être biannuel, annuel, ça peut être aussi en donnant la main à d'autres acteurs au sein de l'entreprise, d'avoir une lecture de l'attente, de manière à pas se laisser déborder et à anticiper effectivement un certain nombre d'éléments dans les réalisations sociétales de l'entreprise. On parle aussi par exemple de la RSE. Aujourd'hui, une entreprise qui ne ferait pas d'action au niveau RSE, quel que soit le domaine, ça peut être dans l'égalité homme-femme, ça peut être dans la sauvegarde de la nature, ça peut être dans l'implication écologique ou autre, ou aider un pays ou participer à une recherche de quelque chose. Eh bien, les collaborateurs vont se dire tiens, cette entreprise, elle ne redonne pas ce qu'on lui donne, donc à un moment donné, ça crée aussi un clivage. Donc c'est tous ces éléments-là qui font que aujourd'hui on va arriver à trouver la véritable promesse, et ça on ne peut le faire que si effectivement on écoute, parce que je pense pas qu'aujourd'hui on ait une capacité à pouvoir définir intrinsèquement quelle est la bonne promesse RH. C'est bien par l'écoute de ses collaborateurs qu'on peut arriver à la dimensionner et ensuite à la faire évoluer. Merci Thomas. Et justement, par rapport à ce caractère évolutif de la promesse RH et ce besoin de l'adapter en permanence, Vladimir, comment est-ce que les outils de feedback permettent de transformer les retours des collaborateurs en actions concrètes, ou est-ce que même c'est possible de le faire sans outils? Donc, les outils de feedback, pour rappel, donc ce sont les outils qui permettent de faire remonter l'information depuis le terrain vers donc les sphères managériales, RH, stratégiques de toute organisation. Donc ces outils-là, ils ont un rôle crucial puisqu'ils permettent d'établir un pilotage plus ciblé au regard donc des différentes prises de température. Vous allez avoir, prenons par exemple, 100 personnes dans une organisation. Sur ces 100 personnes, vous avez 2 personnes qui sont affiliées donc au pôle 2 ou 3 personnes qui sont affiliées au pôle communication marketing. Ces 3 personnes sont très insatisfaites des conditions de travail. Il y a quelque chose qui ne va pas, les outils ne vont pas, le processus n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Si vous posez la question à tout le monde dans l'entreprise, comment allez-vous? Si tout le monde va bien, sauf l'entièreté du département marketing, eh bien vous avez justement ces 3% qui sont quelque part noyés dans la masse. Donc ces outils-là donc de feedback permettent justement un pilotage ciblé puisqu'ils permettent en fonction du département, bien sûr on reste dans l'anonymat, mais en fonction de la fonction, en fonction de la seniorité de la personne, en fonction du département, vous allez avoir des statistiques qui vont, des remontées d'informations qui vont être plus pertinentes, et par conséquent, les actions à mettre en place seront plus ciblées. Et donc, on décuple l'efficacité des actions, on évite le gaspillage de temps, d'argent, d'efforts, de communication. On ne s'essouffle pas si on cible les actions. Cela permet également donc une prise de température. Donc les outils permettent une prise de température en temps réel quelque part.
pour vous donner à nouveau un contre-exemple dans lequel le choix a été fait de ne pas utiliser d'outils, puisque le client a souhaité renforcer la proximité humaine entre donc ses collaborateurs et donc les intervenants pour faire une remontée d'informations, une remontée d'éléments. Il a été donc sujet dans cette entreprise d'agroalimentaire de faire des entretiens à la main pour donc 6 postes différents avec différents grades pour chacun des postes, donc junior, confirmé, senior. Vous aviez 70 collaborateurs, donc il a fallu générer les fiches de poste en fonction de ces collaborateurs, en fonction des postes. Vous aviez des entretiens de 2 heures à 3 heures chacun. Vous aviez une phase de préparation pour chacun des entretiens, une phase d'analyse, une phase d'homogénéisation de la donnée qui nous a été remontée par le terrain, et une phase de présentation. Tout cela couplé à la dimension projet, donc on a toujours peut-être des délais par rapport aux congés ou aux indisponibilités des uns ou des autres. Donc entre le moment où nous avons donc récupéré la donnée et le moment où on a pu la transmettre à la dimension donc RH, managériale et stratégique de cette organisation-là, ils sont passés de 70 à 90 collaborateurs. Donc, il y a eu 20 personnes qui sont passées, entre guillemets, entre les mailles du filet, parce qu'il n'y a pas eu justement cet outil-là qui a pu permettre une prise de température régulière. Donc, pour faire simple, sans outil, c'est possible, mais c'est plus long, plus cher, et il est plus difficile de faire suivre et de capitaliser sur justement les remontées de terrain réalisées par ces missions-là. Merci Vladimir. Moi, ce que je retiens, c'est que la promesse RH doit évoluer en continu, dans l'idéal avec des outils pour aller plus vite et plus efficace. En fait, cette capacité à se remettre en question, à adapter les pratiques au fil du temps, est essentielle pour garantir à la fois de nouveaux recrutements, mais aussi et surtout pour conserver les talents déjà en poste et donc réduire le turnover. Si cette promesse RH n'est pas adaptée, on risque d'avoir l'effet inverse. En fait, c'est en soi déjà une transformation d'entreprise. Tout à l'heure, Thomas le disait, hier, une entreprise choisissait son candidat. La tendance actuelle, c'est plutôt l'inverse. Donc, le candidat qui choisit son entreprise, cette évolution entre de relation employeur-employé est une grande transformation pour les entreprises. Et c'est justement le thème de cette troisième partie de cette table ronde, les transformations dans un monde en constante évolution. Les entreprises connaissent beaucoup de changements. Il peut y avoir des fusions, des acquisitions ou encore l'intégration de nouvelles technologies ou de méthodes agiles. Et ces transformations, elles sont essentielles, c'est vrai, pour répondre aux besoins économiques et stratégiques de l'entreprise. Mais il y a un point important à ne pas oublier dans ces transformations, c'est la place de l'humain dans l'entreprise. Parce que les collaborateurs, par rapport à ces changements, il faut qu'ils le comprennent, il faut qu'ils s'y adaptent et puis qu'ils l'acceptent surtout. Alors, Thomas, j'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel de s'intéresser à l'humain dans le cadre de transformation d'entreprise pour favoriser leur succès ? Comme vous le disiez, Stéphane, aujourd'hui, le monde du travail s'accélère. Les organisations tentent de s'adapter à des recompositions permanentes, et donc on va avoir de manière régulière, générée par l'entreprise, ses actionnaires, les fonds ou des nécessités de subsistance, des évolutions organiques permanentes. Donc on va avoir des cessions, des fusions, des acquisitions, on va avoir des réorganisations, des changements de business model, on va avoir des adaptations à des outils qui sont cruciaux. Donc il y a des outils qui sont plus petits, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus tentaculaires et qui ont des impacts à de bon nombre de niveaux, qui pour le coup en plus par effet de domino impliquent d'autres processus dans l'entreprise et ainsi de suite. Et donc on voit bien que lorsque l'entreprise décide de se réorganiser, c'est pas juste pour s'amuser, parce que elle sait que ça va impacter du temps, de l'argent, et que derrière il y a une sorte d'issue incertaine qui est à la clé. Et effectivement, habituellement, quand on suit dans un programme de transformation, de conduite du changement, on va s'intéresser à l'avancée du projet, aux étapes, au cadencement. Est-ce qu'effectivement on a des heures au niveau procédurier, au niveau résultat ou attente?
Mais on oublie que à la fin, on va dire, de l'exécution du changement, c'est vous et moi qui allons produire dans ce nouveau contexte-là, quel qu'il soit, par rapport à ce qu'on a évoqué, et que si effectivement je suis en décalage avec ce changement-là, ça va poser problème. Et donc, on va pas aboutir à une performance de cette transformation, alors qu'elle est, je le rappelle, fondamentale, puisque je change pour m'adapter à une situation et un objectif qu'on s'est fixé. D'accord? Et qu'a priori, on part du principe que le changement qui a été évoqué est un bon changement, donc on veut que ce soit performant. Donc, la dimension de l'individu, comment il vit ce changement, comment il y adhère, est-ce que on le soutient, est-ce que il a toujours sa place dans l'organisation, comment il va interagir avec potentiellement son nouveau management, avec ses nouveaux collègues, est-ce que ça va nécessiter de nouvelles compétences ou ainsi de suite. C'est autant d'éléments qui sont importants d'aller chercher, puisque au-delà de la réalisation matérielle de cette transformation, c'est après comment j'utilise cette transformation. Et donc, avoir une capacité de voir au fil du temps comment se vit et comment s'écoule cette transformation et comment elle se met en œuvre concrètement, c'est fondamental. Parce que si on arrive à un blocus ou si on arrive à une indigestion, inévitablement, le rendu économique sera pas au rendez-vous. Et on a des transformations qui sont plus ou moins rapides à mettre en place. Généralement, je dis bien généralement, parce qu'il y a des modèles qui varient de l'un à l'autre, mais quand on fait une acquisition, on va pas changer tout de suite les habitudes, donc on a déjà une sorte de, on s'intègre, on touche pas trop au process, et puis après, au bout d'1 ou 2 ans, en fonction des rythmes, ou 6 mois, ça dépend, voilà, on va modifier un certain nombre de choses. Bon. Donc là, on va avoir un rythme entre guillemets plus lent, sur lequel on peut avoir une dynamique et un cycle qui va s'adapter à cet élément-là. Si on prend par exemple le mode en agilité des DSI, donc le fait de développer en mode agile, donc de plus avoir un plan éditorial figé et sur lequel je passe d'un point A à un point B dans un timing, mais je vais m'adapter en termes de développement en fonction de mon marché et donc pour le coup, je vais adapter mon effort de développement, la façon dont je vais recéter, la façon dont je vais mettre en place, les finances qui vont être assujetties, etc. Donc, c'est des éléments qui nécessitent beaucoup d'ajustements en permanence. Eh bien, ce mode-là va faire beaucoup écho à l'adaptabilité humaine. Et donc, savoir comment une personne de cette équipe-là ressent cette transformation-là, est-ce que les rythmes lui conviennent? Comment on fait si ça va pas pour qu'il s'y adapte? Comment on fait pour le soutenir? Comment on s'assure qu'effectivement les autres départements associés à la DSI vont bien jouer le jeu aussi, vont être en parallèle des développements qui sont faits et ainsi de suite. Donc tous ces éléments-là, c'est autant de facteurs de succès qu'il faut aller chercher pour s'assurer que la transformation se passe bien. On pourrait prendre à l'opposé la mise en place de gros outils. Alors, j'ai pas de part dans cette entreprise, vous vous en douterez, mais quand on met en place SAP, on sait que c'est un gros sujet. Ça peut toucher plein de départements, plein de directions. Et à un moment donné, les attentes des uns et des autres vont être différentes. Et ben, savoir que j'ai besoin d'un accompagnement plutôt de type formation, plutôt de capacité d'intégration, plutôt d'interaction entre les différents services, etc. C'est parce qu'effectivement, j'ai cette capacité d'écoute que derrière, je vais pouvoir rationaliser effectivement mon accompagnement, mes efforts de transfo, rationaliser aussi mes coûts. Vladimir, vous disiez qu'à un moment donné, ça peut aussi de ne pas arroser partout, à tous les endroits, mais de pouvoir venir en soutien justement au bon moment, au bon endroit, sur la bonne population, pour intégrer au mieux cette dimension de transformation et faire en sorte que cette colossale transformation soit un succès et non pas un échec. Sachant que je crois que c'était, je sais plus si c'est le BCG ou McKinsey qui disait que 70% des transformations ne donnaient pas le produit de ce qu'elles pouvaient prétendre donner, puisque justement on n'avait pas pris en compte le facteur humain. Voilà. Donc c'est QFD. Merci Thomas. J'aimerais bien qu'on revienne sur l'intégration d'un feedback régulier et agile dont vous parliez à l'instant. Comment est-ce que ça contribue à l'adoption et à la réussite des transformations?
Là, on touche vraiment le côté intrinsèque de l'individu. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui a développé pendant 20 ans dans des mêmes schémas de fonctionnement, du jour au lendemain, il va falloir que, alors déjà c'est un monde qui connaît beaucoup d'évolution, d'évolution de langage et ainsi de suite, donc il y a pas mal de formations. Mais là, on va toucher l'interaction et on va toucher vraiment c'est pas, on n'est plus dans les conditions de code, on n'est plus dans le hard skill, on est vraiment dans le soft skill. Et effectivement, comment avec mon équipe, avec mon Scrum Master, avec mes mises en production, avec mon adaptabilité, comment je suis capable facilement de faire machine arrière ou d'intégrer de nouveaux éléments, etc. Donc cette notion-là, elle est fondamentale pour que on n'aille pas sur une surpression de l'individu au niveau stress, au niveau de la charge, au niveau de l'autonomie, au niveau de la compétence, se retrouver en difficulté par rapport à une réalisation, parce que là, c'est à coup sûr, c'est le gravillon qui se met dans l'engrenage et qui va coincer la situation. Donc, savoir l'anticiper, l'écouter et ensuite s'adapter en termes d'accompagnement, c'est fondamental. Si on veut bien évidemment que l'équipe reste en place. Sinon, il y a une autre façon. Je mets tout le monde sur le carreau, je recrute une toute nouvelle équipe, mais il faut que je la recrute. Ça va me coûter. De deux, ça va me prendre du temps. De trois, je sais qui je perds, je sais pas qui je gagne, et ainsi de suite. Donc, on voit bien que capitaliser sur ces forces vives et les aider à se transformer, sachant que de toute manière, c'est quelque chose sur lequel tout le monde va passer petit à petit, comme le monde de l'informatique au monde du digital, du monde du digital demain à l'IA. On peut avoir le même sujet avec l'IA demain, enfin aujourd'hui pour demain. Comment je fais en sorte que l'IA soit acceptée comme quelque chose qui va accélérer mon job et qui va faire en sorte que là où je faisais A, B et C, j'ai plus que C à faire puisque A et B sera généré par l'IA, mais je pourrais faire du D que je ne faisais pas avant parce que justement ça va apporter plus de valeur à mon travail aujourd'hui. Voilà. Donc ça s'accompagne. Il y a ceux qui vont naturellement utiliser par exemple l'IA et qui vont naturellement prendre cette position d'aller faire du D. Et il y a ceux qui vont se dire comment je fais maintenant, comment on va me percevoir, comment ça va se passer. Et tout ça, si on capte les ressentis des individus, on peut ensuite les accompagner dans cette transformation. Très, très bien, merci Thomas. Alors, c'est vrai que dans un monde idéal, lorsque les collaborateurs sont écoutés, les transformations en entreprise sont un succès collectif. Mais à l'inverse, que se passe-t-il si les collaborateurs ne sont pas écoutés? Vladimir, dans le cas d'une transformation majeure comme une fusion ou une acquisition, que se passe-t-il si la dimension humaine et organisationnelle n'est pas respectée? Donc, dans le cadre d'une fusion-acquisition, vous allez toujours avoir deux éléments qui vont rentrer en jeu. Le premier élément va être la valeur de l'entreprise, des entreprises. Donc, vous allez avoir ce en quoi les gens croient en sein de votre organisation. Vous allez avoir ce qui les motive, ce qui les anime à exercer leur métier. Et vous allez avoir également les méthodes de travail. Donc, de quelle manière est-ce que je vais exercer mon métier ? Avec quelle configuration d'équipe, quelle approche managériale je vais pouvoir opérer dans mon travail. Parfois, ce sont des éléments donc, qui peuvent rentrer en contradiction. Donc, imaginez-vous une entreprise en France qui essaye qui fait une acquisition à l'international. Vous avez différentes manières de faire, vous avez différentes cultures, vous avez différentes langues. Donc, vous avez tous ces obstacles, tous ces freins qui peuvent être également des leviers d'opportunités qui peuvent donc se dresser devant l'opération. Donc, pour revenir sur la divergence donc, des méthodes de travail par rapport aux valeurs d'entreprise, je vais vous citer un exemple très intéressant, qui est celui donc de Google, donc géant de la technologie. Il y a quelques années, Google a acheté un champion dans l'électronique, dans la fabrication électronique, pour 12,5 milliards de dollars. 2 ans plus tard, Google revend cette même société pour un peu moins de 3 milliards. Donc, coût total de l'opération, moins 9,5 milliards de dollars en 2 ans. Ça fait beaucoup.
on a principalement pointé, voilà, les éléments qui ont été principalement mentionnés auraient été donc les brevets qui n'auraient pas été à la hauteur des espérances. Donc, on a cité effectivement les 70% des mergers et acquisitions qui n'ont pas été à la hauteur des espérances stratégiques. Et là, en l'occurrence, on est dans l'exemple parfait, puisqu'en fait, au sein de Google, donc voilà, on parlait de Startup Nation, mais Google, bon, c'est une grande entreprise, mais qui a ce véritable esprit d'innovation. C'est une propension à créer, à faire de l'intrapreneuriat. Gmail, par exemple, c'est de l'intrapreneuriat. Ce n'était pas, c'est à l'initiative d'un collaborateur de Google que Google Mail est né. Donc, vous aviez une forme d'agilité mouvante sans cesse au sein de Google. Tandis que dans la société, donc dans le champion de l'électronique, vous aviez donc une approche très méthodique, très procédurale, qui est assez donc pour chaque lancement de projet, vous avez besoin de suivre une méthode, vous avez un processus à suivre, vous avez des personnes à interroger pour obtenir l'autorisation de créer telle ou telle nouvelle chose. Ce qui fait que littéralement, vous avez donc les personnes de Google et de cette entreprise qui se détestaient. Elles n'ont pas pu travailler ensemble, elles avaient des valeurs d'un côté et elles avaient des méthodes de travail de l'autre, qui étaient malheureusement en contradiction. Donc, c'est pour ça donc que l'écoute donc des valeurs, mais aussi des méthodes organisationnelles, RH, stratégiques des différentes organisations dans le cadre de ces transformations majeures est très importante. Bon, tout le monde ne peut pas se permettre 9,5 milliards de dollars en 2 ans, bien sûr, mais voilà, c'est pour vous donner l'échelle, l'ampleur que cela peut prendre par rapport à voilà ces transformations majeures. Merci beaucoup Vladimir. Avant de passer à vos questions, j'aimerais, c'était pas prévu, dire un mot sur l'offboarding. Je vais vous poser une question, Thomas, je compte sur vous, vous pouvez répondre en 2 minutes. Parce que c'est quand même un élément assez important du parcours collaborateur. Hein. C'est voire même aussi important que l'onboarding. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi crucial, ce départ de collaborateurs, que la bonne intégration? Si je parle de mon entreprise, j'ai des raisons de le faire. Alors, je peux avoir des raisons qui sont en dehors de tout grief ou de toute interaction avec l'entreprise, mais je pense que c'est assez rare. Il y a toujours quelque chose qui à la fin va me manquer, soit effectivement une mésentente, soit une trajectoire, soit une considération, soit des valeurs, du sens, ou quelque chose qui dans le temps, parce que je suis pas parti tout de suite, a priori j'ai validé mes socles de départ, j'ai commencé un peu à bosser, etc. Mais je m'y retrouve plus. Et il est important pour l'entreprise d'avoir cette information-là. Parce que on dit dans le monde de la finance que celui qui est riche, c'est celui qui a l'information. Je pense que dans le monde des RH, c'est pareil. C'est-à-dire que si on n'a pas l'information, alors on peut pas s'adapter, alors on peut pas prendre en compte, alors on peut pas modifier effectivement des façons de faire, des comportements, des process ou ainsi de suite. Et donc faire évoluer globalement cette fameuse promesse RH. Et on subit finalement ce qu'on a subi, enfin ce que beaucoup de secteurs ont subi, c'est ce fameux silent quitting, où pour le coup, les gens partaient sans rien dire. Et donc, à un moment donné, les entreprises se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? On comprend pas. Sauf que derrière, il y avait des sujets, effectivement, divers et variés. Et donc, avoir la capacité, justement, de pouvoir écouter, entendre, et de prendre ce dernier feedback, non pas comme une gifle, mais comme un cadeau. Parce que si on accepte de dire quelque chose, il faut le considérer comme un véritable cadeau. Même si derrière le collaborateur, on aurait bien aimé le garder, vaut mieux prendre en compte son retour et de se dire, tiens, comment je vais pouvoir adapter mon process, plutôt que de le voir partir, de rien pouvoir faire, et puis d'en subir comme ça, peut-être à la chaîne, plusieurs, sachant que les raisons de départ de Vladimir, ou mes raisons à moi, ou les raisons de Stéphane, vont être potentiellement les mêmes ou différentes, mais ça me permet justement de voir ce qui se cache derrière, quel est l'arbre qui cache la forêt, et
mettre en place de manière corrective cette effusion de départ qui coûtera à l'entreprise de toute manière. Merci beaucoup Thomas, ça me semblait vraiment important de faire un petit point, même rapide, sur l'importance de l'offboarding. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Je vous propose maintenant de passer aux questions de l'audience. Alors, une première question pour vous, Vladimir, de la part d'Emeline Pichoir, j'espère que je prononce bien le nom de famille. De quels outils de feedback parle-t-on quand on parlait de feedback pour assurer l'anonymat des répondants tout en localisant leur département ou leur service? On peut parler d'outils spécialisés, mais aussi d'outils qui peuvent être inclus dans les suites majeures. Je pense notamment à Cegid, SAP, Workday, Oracle, qui vont pouvoir proposer ce genre de fonctionnalités. Merci Vladimir. J'ai une question pour vous, je pense, Thomas, de la part de Bénédicte le Couder. Elle dit qu'on évoque donc l'onboarding, mais celui-ci en fait commence dès le process de recrutement. Alors comment on peut concrétiser cette promesse RH dès le départ? Alors, merci Bénédicte, bonne question. La réponse que je vous ferai est la suivante, c'est-à-dire que, en fait, même si aujourd'hui les process sont segmentés, c'est-à-dire le recrutement, l'onboarding, la promesse MH, l'offboarding, etc., en fait, tout ceci est lié. C'est-à-dire que on est dans des outils qui sont associés ensuite à des procédures et qui sont associés à des femmes et des hommes dans l'entreprise qui vont l'utiliser, sur lequel cet ensemble doit être lié. Je m'explique. Je fais pas juste, je recrute et après je passe la main au manager. Le manager, il va pas juste prendre la personne et puis après il va la laisser vivre. Non, en fait ça marche pas comme ça. Je pense que aujourd'hui son process, le process de l'entreprise, il doit être vu de manière globale. C'est-à-dire que quand je vais recruter, je sais déjà comment je vais onboarder par rapport à quelle culture, dans quelle équipe, dans tel collectif, etc. Et j'ai fait la passerelle entre le besoin et la recherche. Et en même temps, je sais que j'ai aussi un dispositif qui va me permettre d'écouter de manière à m'assurer que, avant même d'avoir potentiellement eu Vladimir dans mes filets qui va se présenter pour des entretiens, je sais exactement comment je suis en capacité de suivre Vladimir tout au long de sa vie dans mon entreprise. C'est-à-dire que à partir du moment où il se présente, je sais que derrière, il va falloir que je sois vigilant sur où il va aller, qu'est-ce qu'il attend, dans quelle équipe il va, quels sont les skills qui sont à côté, etc. Et que ces éléments-là, en fait, ils sont pas déconnectés les uns des autres. Et il faut justement que les outils en tant que tels, mais aussi que les RH, enfin les recruteurs et les managers par exemple, et par la suite les collaborateurs soient intégrés dans ces processus-là, de manière à ce qu'on n'ait pas une segmentation des éléments et qu'effectivement un offboarding se prépare déjà dès l'onboarding. C'est-à-dire que je vais m'occuper de tous ces éléments. Donc moi je le traiterai comme ça et je pense que c'est une des clés aujourd'hui qui est hyper intéressante dans ce process, c'est que j'ai un plan bien huilé dès le début où je sais, à partir du moment où quelqu'un arrive, comment je vais m'en occuper, comment je vais l'accompagner, comment je vais le faire exploser dans le bon sens du terme dans mon entreprise pour qu'il me donne le maximum. Merci Thomas. On va traiter une dernière question que je trouve assez intéressante pour une question finale. Une question de Sonia Costecalde, donc qui nous dit que l'écoute des collaborateurs par des professionnels formés à l'entretien d'aide et à l'écoute active permet d'aborder les collaborateurs dans leur globalité et faire remonter des indicateurs riches. Le service social au travail est rarement envisagé dans ces cas-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette ressource? J'espère que je comprends bien la question. C'est de dire à un moment donné, je n'intègre pas que des professionnels de l'écoute entre guillemets, mais je vais y intégrer d'autres acteurs de l'entreprise à ce niveau-là. Franchement, je sais pas qui, mais vous avez raison. Je pense que Sonia, je pense que vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, si on prend une dimension
qui n'est plus un gros mot, qui s'appelle le stress. Ça va intéresser d'un côté le manager, ça va intéresser des spécialistes sur le sujet, mais ça va intéresser aussi tous les phénomènes de santé, parce que derrière, le stress, en fait, il est impactant à plein d'endroits. Il est impactant au niveau légal, il est impactant au niveau humain, il est impactant au niveau performance et au niveau collectif de l'entreprise. Donc, avoir une symbiose et un intérêt sur ces dimensions et d'avoir de multiples acteurs, c'est fondamental. Après, le piège dans lequel il faut pas tomber, parce que ça fait beaucoup de savoir, entre guillemets, à compiler en plus de sa propre mission au début, quelle qu'elle soit, c'est que il faut qu'il y ait une notion de sensibilisation, participation, ou un peu comme dans un RACI, c'est il y a celui qui fait, celui qui est informé, celui qui est acteur, etc. Et bien, tout ça, ça se rationalise aussi dans l'entreprise, mais le croisement, bien évidemment, est ultra riche. Et il va permettre de doper l'analyse pour être sûr de maximiser ses chances de succès et de réponse positive. Ça m'a semblé très clair. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Thomas, Vladimir, d'avoir répondu à mes questions sur ce sujet que j'ai trouvé très intéressant, mais aussi stratégique, qui est l'écoute active des collaborateurs tout au long de leur parcours dans l'entreprise. Thomas Cornet, je le rappelle, vous êtes créateur de la fonctionnalité Voice of the Employee chez Cegid. Et Vladimir Joyot, vous êtes consultant HR advisory chez Amaris. Merci pour vos analyses, vos exemples concrets aussi qui nous ont permis d'y voir plus clair, de bien comprendre les enjeux de l'écoute active et qu'il est surtout important d'écouter, c'est vrai, mais entendre pour pouvoir agir et en fait transformer le parcours collaborateur en un véritable levier de performance durable surtout. Durable, c'est le mot. Moi, je remercie aussi l'équipe web marketing de Parlant RH, avec Ferhat Dandoun et Mathilde Layol pour la mise en place de cette table ronde et puis la modération du chat en direct. Et puis, bien sûr, merci à vous de nous avoir suivis et merci pour vos questions pertinentes comme d'habitude. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous bientôt pour de nouvelles discussions sur les enjeux qui façonnent le monde des RH. Et très bonne journée. À bientôt.